Bien, alors nous recommençons le cours de droit des sociétés, toujours diffusé en direct, comme vous le savez, et enregistré pour que vous puissiez le voir à nouveau. Ce week-end, ça m'a pris longtemps, mais j'ai fait en sorte que... j'ai créé, tout le monde peut le faire, hein, une chaîne YouTube pour que vous ayez le cours. Apparemment, c'est plus facile à voir par ce biais-là. La différence, c'est que du coup, vous n'aurez pas les commentaires ou les liens qui sont faits en direct pendant le cours. Mais bon, je vous laisse après voir ce que vous préférez si vous utilisez ce système-là. Bien, nous, on reprend, on était dans notre chapitre sur la personnalité morale et on avait vu déjà pas mal de choses et il nous restait à voir dans ce chapitre une section consacrée aux sociétés non immatriculées. Donc section 3 dans ce chapitre, les sociétés non immatriculées. Je rappelle le plan simplement. On avait vu dans ce chapitre une section première, les enjeux de la personnification, une section 2, les conditions, et donc une section 3 sur les sociétés non immatriculées. On avait commencé à en parler la dernière fois, on avait évoqué la société en participation et la société créée de fait. Donc, vous avez maintenant compris qu'elles ont le même régime, puisque l'article 1873 nous dit que les sociétés créées de fait sont soumises au régime des sociétés en participation. On va voir que ce n'est pas complètement vrai, il y a quelques petites différences, mais on commence tout de suite. On va voir tout simplement en paragraphe 1er la société en participation et paragraphe 2 la société créée de fait. Paragraphe 1er, la société en participation, on va voir deux points. On va voir grand A, l'utilité, et grand B, on verra le régime. Grand A, l'utilité, à quoi sert la société en participation? Il faut comprendre ce qu'elle est exactement. Elle est un simple contrat de société. La société en participation, c'est un contrat de société. Et c'est tout en réalité, un contrat de société, point. Elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, donc elle n'acquiert pas la personnalité morale. Ça a comme avantage de la soustraire à pas mal de contraintes, parce que si vous prenez le code, je prends l'article 1871, il y a très peu de textes spécifiques sur la société en participation. On l'appelle parfois par commodité la CEP. Donc si vous entendez parler de CEP, c'est la société en participation. Pour les médecins, c'est autre chose, la CEP. Voilà, donc c'est la sclérose en plaques. Donc attention à ne pas confondre. En tous les cas, donc article 1871, on nous donne une règle qui est intéressante. On nous dit les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles. Et vous avez quoi? 6-7 dispositions qui sont pour certaines assez peu contraignantes. Vous voyez passer notamment l'article 1844, premier alinéa sur le fait que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et l'article 1844-1, deuxième alinéa, qui est le texte sur vous. Oui, 1844.1, alinéa 2. Non, bon, c'est pas grave. C'est sur la prohibition des clauses léonines, mais on l'a vu ça. Bientôt, quand je serai équipé, j'aurai une caméra qui se tournera vers vous et qui zoomera vers vous. Il y aura des écrans derrière, on verra votre visage. Bon, plus sérieusement. Donc, prohibition des clauses léonines, droit de participer aux décisions collectives. On a quelques règles, mais en réalité, objet licite, bien sûr, intérêt commun des associés et les éléments constitutifs du contrat de société dans le désordre. Bon, il y a peu de règles. C'est quelques règles fondamentales. Ça veut dire que quand vous faites une société en participation, vous lui donnez le régime que vous voulez par les statuts de la société en participation. La seule chose, c'est que, comme on nous a dit, et vous avez compris que c'est son trait caractéristique principal,
elle n'est pas une personne morale, nous dit l'article 1871. Et comme je l'ai dit, ça n'est qu'un contrat de société. Ça veut dire que vous avez forcément des limites à l'utilité d'une société en participation, parce que vous avez une société qui ne peut pas, et ça je vous renvoie à notre chapitre aux sections précédentes sur les effets de la personnification, si elle n'est pas une personne morale, elle ne peut pas conclure de contrat, elle n'a pas de patrimoine. Ça veut dire que si vous voulez faire une activité par le biais d'une société en participation, comment vous faites? Vous allez être obligé, si vous êtes les associés, de mettre vos patrimoines à disposition de la société en participation. Ça veut dire que ce sont les associés qui détiennent les biens pour le compte de la société en participation et qui s'engagent à les utiliser pour son compte, ou bien c'est une personne qui est le gérant, qui a les biens parce qu'il les a, parce qu'on lui a transmis, et qui va les utiliser pour le compte de la société. Et pour les dettes sociales, comme il n'y a pas de patrimoine, ce sont les associés qui vont se trouver débiteurs des dettes de la société en participation. Donc, ça n'est pas une personne morale, ça implique une grande liberté, mais dans le même temps, ça implique aussi des limites quant au fonctionnement de la société en participation. Alors, il faut préciser une chose, la société en participation peut être occulte ou ostensible. Société en participation, ce n'est pas prévu par les textes, cette distinction. Du moins, ce n'est pas dans les textes du Code civil qu'on évoque la distinction entre les sociétés en participation occultes et les sociétés en participation ostensibles. Ostensible, ça veut dire qu'on a révélé aux tiers l'existence de la société. Tandis qu'une société en participation occulte, eh bien, elle existe, mais il y a un accord que les associés ont pris, mais ils n'ont pas révélé l'existence de leur société aux tiers. Donc on voit fonctionner la société, mais on ne sait pas qu'une personne agit pour le compte d'une société en participation. Vous avez une illustration, je le signale parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler prochainement. C'est une convention qu'on appelle la convention de croupier. C'est quoi la convention de croupier? C'est une convention par laquelle quelqu'un qui est associé d'une société, je parle d'une société classique avec la personnalité morale, eh bien cette personne va prendre en croupe, entre guillemets, une autre personne. C'est-à-dire, on dit que dans cette convention, il y a le cavalier et le croupier. Vous savez, à cheval, vous prenez quelqu'un derrière vous, et donc l'idée c'est qu'une personne est associée d'une société, c'est le cavalier, la société connaît cette personne comme étant son actionnaire par exemple, et cette personne, sans le dire, a fait une convention avec une autre personne qui est donc le croupier, et elles vont convenir de se partager, par exemple, notamment, les dividendes que va verser la société par action. Donc vous êtes actionnaire. Pour les autres actionnaires, vous êtes actionnaire à part entière, mais vous ne l'avez dit à personne. Vous avez fait un contrat avec quelqu'un pour convenir quoi? De faire une société pour gérer les actions que vous détenez. Donc vous apparaissez officiellement comme le propriétaire des actions, mais il y a quelqu'un que les autres actionnaires ne connaissent pas, avec qui vous avez convenu de partager le dividende qui sera versé par la société par action. Et avant chaque assemblée, vous vous réunissez avec le croupier pour décider comment vous allez voter. Et puis, pourquoi c'est une société en participation? Parce qu'il est possible que, au début, vous ayez fait une mise commune avec le croupier pour acheter les actions. Et donc, finalement, la convention de croupier, c'est une société en participation pour la détention des titres
des titres d'une autre société, d'une société par action. Est-ce que c'est clair, ça? Oui? L'idée, c'est que vous avez une personne qui est actionnaire, les autres actionnaires ne le savent pas, mais cette personne a fait un contrat qu'on appelle convention de croupier, mais qui est une société en participation, pour dire avec une autre personne qu'elles vont mettre en commun les fonds pour acheter les actions de la société et qu'elles vont se partager les droits et obligations liés à la qualité d'actionnaire. Et ça, c'est une société en participation, et c'est une société en participation qui est une société occulte, parce qu'on ne révèle pas aux autres actionnaires qu'on a cette relation avec une personne qui n'est pas elle-même actionnaire. Si on le faisait, on aurait peut-être des contestations de la part des autres actionnaires qui diraient « Non, nous ne voulons pas que vous preniez l'avis de quelqu'un d'autre avant de voter aux assemblées. Nous sommes face à vous, vous êtes un actionnaire à part entière, nous ne voulons pas d'une personne qui prend ses décisions dans un autre cadre en même temps. » Bon, c'est pas si fréquent que ça, mais il faut mentionner ce type de convention. Vous les verrez peut-être passer dans la pratique quand vous ferez des stages, ou pourquoi pas dans un arrêt qu'on pourrait vous donner comme exercice. Bien. Alors, société occulte et ostensible. Société ostensible, en revanche, c'est une société en participation où vous allez faire un contrat de société en participation et le révéler au tiers. Alors ça peut être en le rendant carrément public. Vous n'allez pas publier l'existence de la société, vous n'allez pas donner le contrat de société en participation au registre du commerce et des sociétés, vous n'allez pas demander l'immatriculation de votre société en participation. Si vous le faites, que va vous dire le greffier du tribunal de commerce qui tient le registre du commerce et des sociétés? Si vous arrivez avec vos statuts de société en participation, avec marqué en gros « société en participation », et vous arrivez en disant « mais moi je viens pour demander l'immatriculation de cette société ». Qui va jouer le rôle du greffier? Vous dites « oui, très bien, donnez-moi ces statuts, voilà, vous avez la personnalité morale ». Non, vous vous rappelez de votre cours de droit des sociétés et du regretté professeur Dondero, et vous lui dites « attention, rappelons-nous que l'article 1871 nous dit bien que ce n'est pas une personne morale, la société en participation, elle n'est pas soumise à publicité, et donc vous ne pouvez pas en demander l'immatriculation. » Donc, société occulte et ostensible, c'est une distinction qui va avoir des conséquences quand il va falloir savoir qui doit payer les dettes de la société en participation. Alors, on vient de rappeler incidemment ce qu'était la société en participation, mais on était parti pour en donner les utilisations. À quoi est-ce que sert la société en participation? Elle peut servir à beaucoup de choses. Elle sert plutôt en pratique à des opérations de courte durée. Donc elle sert à des opérations de courte durée. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas une société qui a des statuts connus des tiers et qui a surtout la personnalité morale, vous n'êtes pas en train de l'ancrer dans la longue durée. Si vous avez créé un patrimoine spécifique à une société, vous comprenez qu'il est là pour durer, parce que vous avez pris du temps pour créer la société, pour mettre des biens dans son patrimoine, le patrimoine commence à fonctionner, le jour où la société s'arrête, il faut liquider le patrimoine. Ce sont des opérations qui durent relativement longtemps, qui ont un coût. Une société avec la personnalité morale, on l'utilise plutôt pour les opérations de longue durée. Une société sans personnalité morale, comme la société en participation, on l'utilise plus facilement pour des opérations ponctuelles. Par exemple, pour des opérations de
coopération, des entreprises qui vont construire ensemble un chantier, enfin un immeuble par exemple, des entreprises qui vont faire ensemble un chantier, peuvent recourir à une société en participation. Il y a une utilisation de la société en participation qui est aussi assez fréquente, c'est ce que l'on appelle le pool bancaire. C'est quoi un pool bancaire? C'est un animal avec des plumes qu'on rencontre dans les banques. Non, c'est quoi le pool bancaire? Et non pas la pool bancaire. C'est quoi un pool pour les quelques anglophones qui sont parmi nous? C'est un bassin, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Un fonds commun, en réalité, c'est, oui, on est assez près de ça, c'est un rassemblement de banques. Les banques se réunissent au sein d'un pool. Les banques se réunissent au sein d'un pool, et ce pool, donc ce groupe de banques, va financer une opération. Pourquoi est-ce que les banques se mettent ensemble pour financer une opération? Oui. Effectivement, si le débiteur était insolvable, les banques vont partager le risque, et puis avant cela, il est possible que les banques aient du mal, car les banques n'ont pas toujours la possibilité de trouver la trésorerie au bon moment et de manière, de trouver l'argent à des conditions satisfaisantes pour elles. Peut-être que ça leur coûte finalement plus cher à un moment donné de trouver l'argent qu'elles ne le voudraient, et donc les banques peuvent se rassembler en un pool de trésorerie pour trouver, pour les grosses opérations, les financements d'autoroutes par exemple, ce sont des opérations très lourdes, et pour ça, les banques se réunissent au sein d'un pool bancaire. Et ce pool bancaire, eh bien, il y en a plusieurs sortes. Vous avez une thèse de Madame Zein, Z-E-I-N, qui est consacrée au pool bancaire. Vous n'allez pas la lire maintenant en troisième année, mais je vous donne cette référence. En tous les cas, le pool bancaire, elle analyse bien les différentes sortes de pools bancaires. On peut avoir des pools où on se contente de réunir ensemble la trésorerie, et puis des pools dans lesquels on va plus prendre des décisions ensemble. Par exemple, le débiteur demande des délais de paiement. Est-ce que chaque banque reste libre de lui accorder ou non les délais de paiement, ou est-ce qu'on a un organe de concertation entre les banques qui va décider de la réponse collective à donner aux débiteurs? Voilà, un pool bancaire, ça peut aussi être une société en participation, et peut-être que si le débiteur ne peut pas tout rembourser, à ce moment-là, les banques supportent ensemble la perte, et à ce moment-là, il y a une contribution aux pertes, et on voit bien qu'on est dans le cadre d'une société en participation. Donc, pool bancaire, opération de coopération ponctuelle. On peut avoir d'autres utilisations, par exemple pour gérer un bien qui est utilisé par les différents associés. Eh bien, on peut l'avoir acheté ensemble. On n'a pas besoin forcément de créer une société avec une personnalité morale propre qui détienne le bien, mais on peut avoir les associés qui achètent soit en indivision, soit un seul achète le bien, et il a à ce moment-là l'obligation de mettre le bien à disposition des associés de la société en participation. Donc, les utilisations, en voici quelques-unes. Problème que l'on rencontre avec cette société, c'est effectivement que comme elle n'a pas la personnalité morale, tout doit passer par le patrimoine, soit du gérant, soit des associés, ce qui pose des problèmes parce que si je suis le gérant, ça veut dire que je suis tenu, si c'est une société en participation occulte, on ne révèle pas l'existence de la société en participation. Ça veut dire que j'achète par exemple des biens dans le cadre de l'activité de la société en participation, et ça va dans quel patrimoine? Les dettes que je vais faire naître lorsque j'achète des biens pour l'activité de la société en participation. Vous êtes les associés de cette société. Moi, je suis le gérant. Vous me donnez mission de diriger
la société en participation, et vous me payez pour ça. Mais vous me dites, on veut une société en participation occulte, et cette société occulte, il ne faut donc, par définition, pas en révéler l'existence aux tiers. Donc, vous me dites, quand vous, monsieur le gérant, vous partez acheter des fournitures pour la société, vous ne révélez pas l'existence de la société. Je vais chez le fournisseur, j'achète pour 500 000 euros de biens qui sont les biens que la société va utiliser dans le cadre de son activité. Où va la dette sociale, la dette qui correspond à l'activité de la société en participation? Oui. Dans le patrimoine du gérant. Ça veut dire que celui qui vend au gérant ne sait pas qu'il a en face de lui un gérant. Pour lui, il a un commerçant qui est en train d'acheter des biens. Ça veut dire que la dette naît dans le patrimoine du gérant. Est-ce que le gérant peut refuser de la payer au motif qu'il ne serait pas personnellement impliqué dans l'opération? Non. Il n'a pas donné d'indication particulière au fournisseur, il agit officiellement pour son propre compte, et donc il va engager son patrimoine. Si, alors le problème, bien sûr, c'est que cette dette, elle va permettre de saisir, le créancier, le fournisseur, peut du coup, s'il n'est pas payé, saisir l'intégralité des biens, puisque je vous rappelle qu'il y a ce principe de l'unité du patrimoine. Tout l'actif du patrimoine garantit tout le passif du patrimoine, donc tous les biens qui sont dans le patrimoine peuvent être saisis par n'importe quel créancier, et donc ça veut dire que le fournisseur peut saisir, par exemple, un bien immobilier qui appartiendrait au gérant, mais qui ne serait pas affecté à l'activité de la société. Oui. Si on découvre que le gérant est insolvable, par exemple, est-ce que c'est possible de voir qu'il y a une société derrière l'organisation et de demander le recouvrement des créances aux autres? Alors, si le gérant est insolvable, vous posez une question qui est une question difficile, mais on va essayer d'y répondre. Si le gérant est insolvable, le gérant va être mis en procédure collective, alors en redressement, en liquidation judiciaire, par exemple. Ce qu'on va découvrir éventuellement, c'est que si le gérant a conclu un contrat avec la société en participation, il est mandataire social, ça veut dire que les associés doivent normalement le tenir quitte des dépenses qu'il fait pour le compte de la société. Donc peut-être qu'avant qu'il devienne insolvable, il aura demandé aux associés de lui remettre les fonds qui vont permettre de payer. Parce que lui, s'il n'est pas associé, il est tenu personnellement à l'égard du fournisseur. Mais il a un contrat qui est que, normalement, les associés doivent lui verser les sommes nécessaires pour l'activité de la société. Donc, peut-être, si effectivement il ne reçoit pas ces sommes des associés, il va être placé, par exemple, en liquidation judiciaire, et à ce moment-là, eh bien, il va subir une liquidation judiciaire jusqu'au bout. On va prendre tous ses biens pour régler ses créanciers. Et voilà. Mais en principe, il aura pu, avant cela, demander aux associés de le payer. Et peut-être que s'ils ne le payent pas, c'est parce qu'eux-mêmes sont insolvables, et à ce moment-là, eux aussi seront placés en liquidation judiciaire, s'ils sont dans les conditions pour cela. Il faut que... bon, je ne rentre pas dans ce détail-là, mais en tous les cas, voilà. Normalement, avant de tomber en liquidation judiciaire, il aura pu demander aux associés de le tenir quitte des dépenses faites pour le compte de la société. Je réponds à une question que je vois passer. Il risque la faillite personnelle. La faillite personnelle, c'est une sanction particulière aujourd'hui, mais ça vous le verrez l'année prochaine, sanction particulière du droit des procédures collectives. On parle dans le langage courant de faillite, mais mettez toujours des guillemets aujourd'hui, parce qu'avant, faillite, ça voulait dire procédure de collective, donc c'était l'équivalent de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Aujourd'hui, quand vous avez certains comportements, vous pouvez, si vous êtes en procédure collective, subir aussi une sanction particulière qui est la faillite personnelle. Donc on va vous interdire par la suite d'exercer certaines activités, mais ça n'est pas les procédures collectives, redressement, liquidation, sauvegarde, ce ne sont pas des sanctions. Ce sont des procédures faites pour faire sortir une entreprise de ses difficultés ou pour payer ses créanciers. Mais ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas des punitions.
La faillite personnelle, oui, on sanctionne un comportement. Bien, c'était un point de vocabulaire que je voulais clarifier. Donc, les utilités, on les a évoquées. On va voir maintenant, grand B, le régime, et on va voir 4 points particuliers dans le régime de la société en participation. Premier point, c'est une société qui est civile ou commerciale en fonction de son objet. Vous vous rappelez de la distinction qu'on avait vue dans notre cours numéro 2 entre société civile et commerciale lors de la deuxième séance. Eh bien, vous vous rappelez qu'il y a des sociétés qui sont commerciales par la forme, SARL, SAS, SA, donc même si elles font une activité civile comme une activité de profession libérale, elles demeurent des sociétés commerciales, avec des difficultés parce que du coup, elles sont commerciales, mais leur activité de nature civile peut entraîner l'application de certaines règles liées à la matière civile. Pour la société en participation, elle n'est pas commerciale par la forme, ça veut dire qu'il faut regarder quel est son objet. Si elle a un objet civil, elle est de nature civile. S'il est commercial, elle est de nature commerciale. Qu'est-ce que ça change ? Ça change 2 points particuliers. Premier point, qui est la conséquence de la nature civile ou commerciale, c'est l'article 1871-1. Article 1871-1, on vous dit, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. Donc, en fonction de la nature civile ou commerciale de la société, on vous dit que le principe pour toutes les sociétés en participation, c'est les statuts prévoient l'organisation, mais si on n'a pas d'organisation, on applique de manière supplétive soit l'organisation de la société civile, soit l'organisation d'une société commerciale qu'on verra au second semestre, qui est la société en nom collectif, la SNC. Et ça, on choisit en fonction de la nature civile ou de la nature commerciale de la société en participation. Donc, si vous avez un cas pratique à résoudre, par exemple, ou vous avez une société en participation, on se demande comment sont régies les relations entre associés. Est-ce que vous allez chercher les règles sur la société civile, dans le silence des statuts, ou les règles sur les sociétés en nom collectif? Eh bien, tout dépend de la nature et donc de l'objet de la société en participation. Ça vous sera peut-être indiqué, ou vous devrez peut-être le déterminer vous-même. Si notre société fait de l'achat pour revendre, par exemple, c'est la première des activités commerciales. Et donc, si elle fait cela, si son activité, c'est l'achat pour revendre et pour s'enrichir par cette activité, alors vous êtes en présence d'une société de nature commerciale et donc vous appliquez à titre supplétif les règles de la société. Oui ? Oui, j'entends un petit en nom collectif. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, société civile ou commerciale, première conséquence, c'est effectivement l'application à titre supplétif des règles soit de la SNC, soit de la société civile. L'autre chose qui change, c'est que si c'est sur l'obligation aux dettes sociales, et là il faut prendre un instant l'article 1872-1 du Code civil, on a dit que c'était une société qui n'avait pas la personnalité morale. Et donc ce texte commence par vous dire une chose qui est logique. On vous dit, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Donc chaque associé, article 1872-1 du Code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
comme il n'y a pas de personne morale avec un patrimoine propre qui serait engagé par les actes des dirigeants, ce qu'on vous dit, c'est que le principe, c'est que vous avez 3, 4 associés si vous voulez, et chaque associé n'engage que son patrimoine quand il agit. Quand un associé va acheter des fournitures pour le compte, je ne parle pas du gérant comme tout à l'heure dans mon exemple, imaginons 4 associés qui veulent faire l'opération que j'évoquais l'autre fois. Ils voient un stock important, je reste avec des exemples simples, un stock important de t-shirts, et ils décident qu'ils vont les acheter à l'étranger par Internet, et ils vont ensuite les revendre à leurs amis, à leurs connaissances, et ils espèrent faire un bénéfice important parce qu'ils vont payer beaucoup moins cher le stock de t-shirts qu'ils vont le revendre. Imaginons qu'ils fassent ça en société, en participation. Un seul d'entre eux va faire l'ordre d'achat sur Internet. Ça veut dire, si on est en société en participation, que seul cet associé est engagé. Donc il vient de faire un ordre d'achat pour 10 000 euros, ou il achète peut-être en monnaie étrangère pour 10 000 $. Il vient d'acheter un lot important de t-shirts. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Ça veut dire que si la personne qui est chargée du recouvrement des 10 000 $ veut être payée parce qu'elle ne reçoit pas l'argent promis, elle peut agir, elle peut faire une saisie éventuellement, par exemple sur le compte bancaire uniquement de l'associé qui a passé l'ordre d'achat. Parce que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Si on avait fait une SARL avec la personnalité morale, comment est-ce que l'on aurait fait? Les associés auraient fait des apports, ils auraient versé de l'argent à la SARL. La SARL, une fois constituée, aurait fait l'ordre d'achat et aurait engagé son patrimoine. Là, celui qui engage son patrimoine, c'est l'associé qui va faire l'ordre d'achat, qui va faire l'achat sur Internet. On nous dit toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres. Ça veut dire que si vous avez les participants qui se présentent comme agissant dans le cadre d'une société en participation, à ce moment-là, ce n'est plus seulement celui qui fait l'acte d'acquisition, dans mon exemple, qui est engagé, mais ce sont les différents associés de la société en participation. Donc s'ils se présentent, on verra les détails de ça, mais s'ils se présentent comme des associés, par exemple, ils ont fait un site sur lequel, dans mon exemple, ils indiquent « opération d'acquisition de t-shirts pour revente au détail », ils communiquent au site leur existence comme une société en participation, alors on peut dire qu'ils agissent en qualité d'associés au su et au vu des tiers. Oui, ce sont des textes rédigés de manière un peu ancienne. En tous les cas, le résultat, c'est que dans ce cas-là, les différents associés sont tenus. Et on nous dit, c'est pour ça que je suis en train de parler de société civile ou commerciale, on nous dit, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Ça veut dire quoi, avec solidarité ou sans solidarité? Vous avez déjà vu cette notion, je crois. Oui ? Voilà, si on est en présence de codébiteurs solidaires, le créancier peut demander à un seul codébiteur l'intégralité de la dette sociale. Si en revanche il n'y a pas de solidarité, il faut partager le recours du créancier. Dans mon exemple, il y a 4 associés. Vous en avez un seul
qui fait l'acte d'acquisition. Donc on a dit qu'en principe, lui seul est tenu des 10 000 $ qui correspondent au prix d'acquisition des t-shirts. Si maintenant les associés se révèlent au site qui vend les t-shirts et qui du coup est leur créancier, alors les associés sont tenus ensemble de la dette de 10 000 $. Et il faut se demander, est-ce que la société est commerciale ou non? Vous avez en main les éléments pour y répondre, car je les ai disséminés de manière discrète. Est-ce que la société est commerciale? Oui, pourquoi? Voilà, on l'a dit, l'achat pour revendre, c'est une activité de nature commerciale. Donc, on est en présence d'une société qui veut acheter des t-shirts pour les revendre, donc de nature commerciale. Et donc, il y a solidarité entre les associés. Ça veut dire que l'exploitant du site n'a pas à partager ses recours. Il peut demander à chaque associé qu'il connaît de lui payer l'intégralité. Il ne va pas être payé plusieurs fois, bien sûr, mais tant qu'il n'est pas payé intégralement, il peut exercer des poursuites pour le tout contre les différents associés. Si en revanche, il avait été face à une société de nature civile, une société en participation qui fait une activité libérale par exemple, alors il aurait dû partager ses recours. Et en principe, le partage, ça se fait ce qu'on appelle par part virile, par tête. Mais quand on est dans le régime de la société civile, le partage doit se faire en fonction de la part de capital social détenue. Voilà. On reviendra sur ce détail-là en droit spécial des sociétés, mais il faut comprendre donc que si c'est une société civile, il n'y a plus de solidarité. On parle alors de... les codébiteurs ne sont pas solidaires, on dit qu'ils sont codébiteurs conjoints. Voilà. Le contraire de solidaire, c'est conjoint. Donc, premier point, société civile ou commerciale en fonction de son objet. Deuxième point, on en a déjà pas mal parlé, mais on va le rappeler. Deuxième point, c'est une société qui n'a pas la personnalité morale. Ça veut dire que tout ce que l'on a vu sur la personnalité morale, capacité non, patrimoine non plus, dénomination sociale, parfois les sociétés en participation ont une dénomination sociale, mais vous comprenez que ce n'est pas une vraie dénomination sociale parce que ça ne sert pas à désigner une personne morale. Siège, pas vraiment, parce qu'il peut y avoir un local qui est utilisé pour les activités de la société en participation, mais ce n'est pas le siège d'une personne morale, et une nationalité non plus, parce que les associés ont des nationalités, mais il n'y a pas une personne morale qui est apparue qui aurait éventuellement une nationalité distincte. Bien. Donc, on n'a pas les différents effets de la personnalité morale. C'est pas commode pour les apports. C'est pas commode pour les apports parce que du coup, on l'a dit, mais c'est bien que ce soit bien compris, il faut que les apports soient détenus par un associé ou par le gérant, soit, et ça c'est l'article 1872 qui nous le dit, on nous dit, à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Donc à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Pourquoi à l'égard des tiers? Parce que l'associé reste propriétaire. Le bien ne change pas de main. Mais il y a un contrat, et ce contrat, c'est le contrat de société, par lequel l'associé qui reste propriétaire s'engage à mettre le bien au service de la société. Il prend l'obligation d'utiliser le bien dans l'intérêt social. Donc, principe à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire. On nous dit ensuite, sont réputés indivis, c'est l'article 1872, entre les associés,
les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis, et il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Pourquoi on parle d'indivision? Parce qu'il est possible que, première hypothèse, un associé a le bien dans son patrimoine. Autre hypothèse, les biens qui sont utilisés par la société en participation sont détenus en indivision par les associés. Donc ils sont propriétaires ensemble de ces biens. Vous connaissez le régime de l'indivision déjà un peu? Si plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d'un bien, elles sont en indivision. C'est un régime, on peut dire aussi de copropriété, mais c'est vrai que quand on parle de copropriété, on pense plutôt à copropriété de la loi de 1965, qui est autre chose. Mais l'indivision, c'est on est ensemble propriétaires du même bien. Ça veut dire qu'on a les mêmes prérogatives sur le bien, et ça, c'est organisé par le Code civil, article 815 et suivant. Vous avez un régime légal de l'indivision, et qui vous dit, par exemple, à quelle majorité ou avec l'unanimité, il faut que les indivisaires prennent telle ou telle décision sur le bien. Pour certaines décisions, ils peuvent les prendre seuls parce que, par exemple, pour les actes conservatoires, si le bien va disparaître, si on ne passe pas rapidement un contrat d'entretien du bien, eh bien ça, ce genre de choses, un indivisaire seul doit pouvoir le faire, mais pour d'autres actes plus graves, il faut une majorité ou il faut l'unanimité. Bon. Troisième point, le gérant de la société en participation. Le gérant de la société en participation, c'est le dirigeant de cette société. Il n'est pas visé explicitement par les textes sur la société en participation, mais en pratique, dans les statuts d'une société en participation, vous allez prévoir qu'il y a un gérant parce que ça sera plus simple de gérer la société que s'il faut à chaque fois demander l'accord de tous, c'est compliqué. Si on a quelqu'un qui est chargé de faire l'activité au moins courante de la société, c'est plus simple. Mais on ne nous donne pas d'indication sur la nature juridique de ce gérant, puisque son régime n'est pas prévu par les textes. Alors on peut se dire qu'il est peut-être prévu par les textes indirectement. Où est-ce qu'on pourrait trouver des choses sur le gérant de la société en participation? On l'a dit aussi, déjà. Oui? Absolument, dans le régime de la société civile et de la société en non collectif, parce qu'on peut se dire, et à juste titre, que savoir qui peut faire les actes au nom des associés, ça fait partie des rapports entre associés. Donc le régime du gérant de la société en participation, soit on a des règles dans les statuts, mais sinon, on va aller chercher les règles à titre supplétif de la SNC ou de la société civile, là encore, en fonction de l'objet de la société. En réalité, ce gérant, il est un mandataire des associés, puisqu'il n'est pas mandataire social d'une personne morale. C'est bientôt qu'on verra le régime du dirigeant, mais il n'est pas le mandataire social d'une personne morale, il a un contrat de mandat avec les associés, et voilà, vous donnez une bonne réponse, effectivement, c'est notamment, c'est les textes de la SNC ou ceux de la société civile, il n'est pas mandataire, donc social de la société, il est mandataire des associés. On a quelques décisions qui se sont intéressées à son statut, des décisions de la Cour de cassation, une particulièrement du 4, Chambre commerciale, 4 février 2014. On verra que lorsque l'on est dirigeant d'une personne morale, on agit pour le compte donc d'une personne morale, d'une société personne morale, si les tiers veulent engager la responsabilité personnelle du dirigeant, il bénéficie d'un écran. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, les fautes faites par le gérant,
qui dirige la société, c'est les fautes de la personne morale. Pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant, il faut prouver qu'il a commis une faute détachable des fonctions. Parce que les fautes du dirigeant sont avant tout les fautes de la personne morale. On reviendra là-dessus dans 2 chapitres, quand on verra le statut du dirigeant. Oui. Ça, c'est quand on est dirigeant d'une société personne morale. Quand on est dirigeant, quand on est gérant d'une société en participation, on n'est pas le dirigeant d'une personne morale, et donc, nous dit la Cour de cassation, on ne bénéficie pas de cet écran. Ça veut dire que toutes les fautes du gérant de la société en participation engagent directement sa responsabilité personnelle. Il n'y a pas à prouver qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions. On verra que c'est une faute qui est intentionnelle et grave. Il n'y a pas à prouver ça parce qu'il n'est pas l'organe d'une personne morale. Et donc, c'est ce que dit l'arrêt de la Chambre commerciale du 4 février 2014, qui est un arrêt publié au Bulletin. Bon. Dernier point, l'obligation aux dettes sociales des participants. On en a déjà parlé, c'est l'article 1872-1 du Code civil. Le principe, on l'a dit, c'est que seul celui qui agit est tenu à l'égard des créanciers de l'activité de la société. Avec une série d'exceptions celle qui va surtout s'appliquer, c'est le cas qu'on a déjà évoqué où les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers. Après, on a des cas moins fréquents. On nous dit il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au co-contractant qu'il entendait s'engager à son égard ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Ça s'applique à peu près jamais en jurisprudence. Ce que l'on applique, c'est essentiellement le cas où les associés ont agi au su et au vu des tiers, donc ils se sont révélés comme étant les associés d'une société en participation. Précision qui est donnée par la Cour de cassation, notamment par un arrêt du 15 juillet 1987 de la Chambre commerciale. Agir en qualité d'associé au vu et au su des tiers, ça implique que les associés aient révélé volontairement leur qualité d'associé. Si c'est un associé qui dénonce les autres, qui révèle le fait qu'il y a un contrat de société avec d'autres personnes, ça n'est pas la révélation prévue par le texte. Pour agir en qualité d'associé au su et au vu des tiers, il faut des actes personnels des associés concernés. Si tous les associés, dans mon exemple de l'achat de t-shirts sur Internet, remplissent ensemble le formulaire d'acquisition du lot de t-shirts, ils révèlent leur qualité d'associé, ils se comportent, ils agissent comme des associés. Et donc, ils peuvent être tenus. Mais si le site veut être payé, il envoie une lettre menaçante par son avocat américain au pauvre type qui a fait seul l'acte d'achat, il n'a pas un rond, il a fait seul l'acte d'achat pour 10 000 $, et il dit « Mais moi, si vous arrêtez de m'embêter, je vous révèle qui sont les autres associés de la société en participation », ça ne vaut pas révélation de la qualité d'associé. Maintenant, mais c'est moins fréquent, si la vente réussit, tout le monde s'enrichit beaucoup, sauf le pauvre homme qui avait passé l'ordre d'acquisition, on pourra peut-être retomber dans l'hypothèse où il est prouvé que l'engagement a tourné au profit des autres. Mais encore une fois, ce n'est pas un cas qui est, c'est un cas qui est vraiment très très rarement invoqué. Donc le cas le plus fréquent, c'est le créancier qui va
estimer que des personnes ont agi à son su et vu en qualité d'associés. Ça, c'était pour la société en participation. Deuxième type de société non immatriculée, paragraphe 2, la société créée de fait. On va voir de quoi il s'agit et on va voir à quoi elle sert. Donc, grand A, notion. C'est une notion qui est doctrinale et jurisprudentielle parce qu'on vous dit simplement, si vous regardez les textes, on est un peu déçu, article 1873, les dispositions du présent chapitre, donc du chapitre sur la société en participation, sont applicables aux sociétés créées de fait. On ne nous dit pas ce que c'est une société créée de fait, débrouillez-vous. Donc c'est une société, on l'a dit, où des personnes, c'est un groupement dont les membres se comportent comme des associés, même s'ils ne reconnaissent pas cette qualité d'associé, parce qu'ils ne disent rien ou parce qu'ils se cachent derrière une autre appellation. Une association, par exemple, dont on constate qu'en réalité, elle sert à distribuer entre les membres un bénéfice, eh bien on pourrait dire que c'est une société créée de fait. On peut avoir d'autres illustrations. Vous avez beaucoup de contentieux en jurisprudence sur les concubins qui vont, enfin, un concubin qui va demander, ou une concubine qui va demander qu'on reconnaisse l'existence d'une société créée de fait. L'idée est la suivante, et c'est un schéma qu'on a beaucoup vu en jurisprudence. Vous avez des personnes qui sont en relation de concubinage pendant des années, et vous avez un qui est propriétaire d'un fonds de commerce, et vous avez l'autre concubin qui va l'aider dans l'exercice de son activité. Et puis, au bout de 20 ans, par exemple, ils se séparent. À quoi a droit celui qui n'était pas propriétaire du fonds de commerce ? En principe, il a droit à rien. Ils ont vécu ensemble sur les bénéfices de l'activité, peut-être, mais le fonds de commerce a beaucoup pris de la valeur au fil des ans, donc il y a un bénéfice qui a été réalisé, et celui qui n'a fait que apporter son activité, on a des exemples en jurisprudence avec le fonds de commerce de boucherie, par exemple, et puis vous avez donc le concubin a un fonds de commerce de boucherie, vous avez la concubine qui va tenir la caisse pendant des années, et puis quand ils se séparent, le fonds de commerce a pris de la valeur, mais elle n'a droit à rien parce qu'elle n'avait pas de contrat de travail, elle était là, elle rendait service. Alors oui, ils partageaient, ils vivaient avec les bénéfices de l'activité, mais finalement, lui part très enrichi alors qu'elle n'a droit à rien. Eh bien, la jurisprudence a pu admettre l'existence, dans ce cas, d'une société créée de fait. On va dire, il y a eu apport, lui a apporté son fonds de commerce, elle a apporté quoi ? Oui, c'est un apport en industrie, absolument. Elle a apporté son activité, donc apport en industrie, et il va falloir prouver quoi ? Il faut prouver les autres éléments du contrat de société, donc montrer qu'ils ont eu l'intention de participer au résultat. On le verra, ils ont partagé les bénéfices, s'ils avaient fait des pertes, ils auraient contribué aux pertes, et dernier élément, vous le relevez à l'instant, il faut effectivement aussi démontrer qu'ils ont eu l'affectio societatis. Comment vous ferez concrètement pour le démontrer ? Imaginez que vous soyez l'avocat ou l'avocate de la concubine délaissée. Moi, je suis le méchant avocat en face, je dis, mais il n'y a pas d'affectio societatis. Qu'est-ce que vous devez démontrer alors ? S'ils avaient un compte bancaire commun, c'est un élément, mais c'est un élément, est-ce que l'affectio societatis se résume à un compte bancaire commun ? Piètre conception, monsieur, que celle de l'affectio societatis, qui le voit dans un compte bancaire commun. Alors, vous
pouvez prendre une grosse voix aussi, hein. Et avec un micro, ça aide, j'en conviens. Non, qu'est-ce qu'il faudrait démontrer? Des éléments de la vie de tous les jours, en réalité. De prendre... Voilà, prendre des décisions ensemble. Lui, il va dire quoi? Il va dire plutôt, mais moi, j'ai fait mon activité, bon, elle m'a filé un coup de main, très bien. Peut-être qu'il y aura matière à une action en enrichissement sans cause, je ne sais pas, mais en tous les cas, on va se demander ce qu'elle peut obtenir. Mais l'affectio societatis, ça serait quoi? Ça serait le fait qu'ils se sont comportés comme des associés, vous vous rappelez de la décision de l'arrêt du 3 juin 86, en agissant sur un pied d'égalité pour l'exploitation du fonds commun, montrer qu'ils ont ensemble pris des décisions importantes, et je ne sais pas, par exemple, l'extension, le petit kiosque qu'on a mis pour le dimanche devant la boucherie où on distribue des sandwichs avec un jeune qu'on a recruté pour ça, eh bien, voilà, c'est une décision qu'on a prise ensemble, et on voit bien du coup que c'était pas juste elle qui a filé un coup de main, mais elle était associée à part entière. À quoi elle a droit si elle réussit à montrer qu'elle était associée? S'il y a eu une société entre eux, cette société, elle ne va plus exister parce qu'ils ne sont plus ensemble. Donc la société, elle va être dissoute et elle va avoir droit, du coup, à reprendre son apport. Mais on a dit que l'apport en industrie, on n'a pas droit de reprendre quelque chose. Ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'elle va avoir droit à une part du bénéfice. Et elle a droit à quoi? Oui. Exactement. Le texte, c'est l'article 1844-1, donne une règle qui est très intéressante dans ce cas-là pour celui qui réussit à faire reconnaître l'existence d'une société créée de fait. Il n'y a pas de statut. On nous dit la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Et donc, comme on n'a pas de clause contraire parce qu'ils n'ont pas fait de statut, ça veut dire qu'elle a droit à la moitié du bénéfice. Et donc, on va faire un calcul, on va regarder le fonds de commerce de boucherie, combien est-ce qu'il valait lorsqu'ils ont commencé à travailler ensemble, combien est-ce qu'il vaut aujourd'hui. La différence, si elle est positive, ce sera le bénéfice. Et elle a droit à la moitié de ce bénéfice. Donc c'est plutôt intéressant pour elle si elle réussit à faire reconnaître l'existence d'une société créée de fait. Tout va bien? Donc, société créée de fait, voilà ce qu'est la société créée de fait, et je vous dis que le contentieux qu'on voit de plus en plus se développer, alors on a beaucoup d'arrêts ces dernières années qui ne sont non pas sur des activités comme exploitation d'un fonds de commerce ensemble, ce que je viens de vous indiquer, pardon, mais qui sont sur des situations dans lesquelles vous avez des personnes qui sont ensemble, qui sont en concubinage, et qui vont faire ensemble, alors qu'ils vont faire une acquisition ensemble, non, qui vont, un des concubins va acheter un immeuble, et l'autre concubin va, lui, eh bien, faire des travaux. Il va, par exemple, faire du bricolage, et il va, dans l'immeuble, dans l'appartement commun, il va faire des travaux qu'il va prétendre être un apport en industrie. Et va se poser la question de savoir si on n'est pas dans l'exploitation d'une activité économique, on est dans l'acquisition ensemble, mais avec un seul qui est propriétaire, finalement, d'un immeuble. Et on va se demander s'il n'y a pas eu une société créée de fait pour l'acquisition de l'immeuble. La jurisprudence donne des réponses variables sur le sujet. Vous avez notamment plusieurs arrêts de la première chambre civile du 20 janvier 2010.
Dans certains cas, on nous dit on comprend qu'il faudrait une activité économique, mais dans d'autres cas, on a une approche plus large de la société créée de fait entre concubins. Et c'est vrai que il n'est pas dit que la société a nécessairement une activité économique. Les sociétés civiles immobilières qui permettent à des personnes d'acheter ensemble et de gérer un appartement ou un bien immobilier, elles n'ont pas, si elles logent les associés, d'activité économique proprement dite. Donc pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas entre les concubins une SCI créée de fait? Manque effectivement encore un vrai statut du concubinage qui fait que du coup, il est intéressant parfois d'aller chercher ce statut de la société créée de fait. Mais voilà, c'est une zone d'incertitude parce qu'on ne sait pas, et c'est fonction des décisions de justice, s'il faut avoir une conception large de la société ou la réduire au cas où on exploite véritablement une activité économique ensemble. Toujours dans la notion, je rappelle cette distinction, je l'avais fait, donc je peux être rapide, sur société de fait et société créée de fait. Dans la pratique, les gens qui parlent de société de fait désignent quoi? Il me semble qu'on l'avait évoqué. Ils désignent une société en participation. Donc les gens de la pratique qui parlent de société de fait, ils ont en tête une société en participation. Pourquoi est-ce qu'une société en participation n'est pas, à proprement parler, une société de fait? Si on parle de société de fait, ça s'oppose à société de droit. Une société en participation, c'est une société de droit. On a un vrai contrat de société, donc on a du droit, une société qui existe en droit, mais elle n'existe pas en tant que personne morale. Voilà pourquoi on parle de société de fait. Mais ça, c'est le langage pratique qui utilise ça. Le langage pratique, je veux dire que c'est les entrepreneurs, ce sont les experts comptables, par exemple, qui utilisent ces mots de société, ou certains avocats, ces mots de société de fait. Bon. En droit vraiment très rigoureux, très précis, la théorie de la société de fait, j'en avais déjà parlé, c'est l'hypothèse où une société est nulle, il y a un jugement qui prononce la nullité de la société, et la jurisprudence avait jugé que cette société nulle survivait pour le passé, parce que sinon, ça voulait dire que tous les contrats qu'elle avait faits tombaient du fait de la rétroactivité de la nullité. Et donc la jurisprudence avait dit, une société qui est annulée, c'est une société dont la nullité ne produit d'effet que pour l'avenir, pour le passé. C'est comme ça qu'on avait expliqué les choses. Elle reste une société de fait. Elle était nulle, parce qu'elle était, elle était nulle, donc elle n'existait pas en droit, mais on va admettre de la conserver pour le passé. Elle valait comme société de fait. Et ça, finalement, c'est une solution dont on n'a plus besoin aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on a des textes, je suis en train d'essayer de retrouver le texte précis, on a un texte qui nous dit que la nullité d'une société, eh bien, cela entraîne, c'est 1844-15 ou 16, 15, voilà, lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Donc on a une consécration de cette solution et on n'a plus besoin de parler de société de fait. Pardon. Vous devez, à votre niveau, prendre garde à bien parler de société créée de fait quand on est en train de parler d'une société dont l'existence est reconnue par le juge alors que tous les associés ou certains des associés refusent de reconnaître l'existence de cette société. Ça, c'est sur la notion. Deuxième point, grand B, à quoi ça sert? On l'a déjà évoqué,
dans les rapports entre associés, ça va servir généralement quand la société a disparu, quand la société a pris fin, elle est dissoute. Et ceux qui se prétendent associés de la société créée de fait, on parle d'associés de fait, ceux qui se prétendent associés de fait vont demander au juge de reconnaître l'existence d'une société entre eux pour que l'on tire les conséquences de l'existence de cette société, principalement pour avoir droit à une partie des bénéfices réalisés. On pourrait prendre d'autres exemples que celui des concubins que j'ai pris. On pourrait prendre un salarié qui travaille pour quelqu'un, qui perçoit un salaire fixe, mais on se rend compte finalement que dans la réalité, il était plutôt en société avec son employeur, et s'il réussit à faire reconnaître qu'existait une société, alors il a droit à une partie du bénéfice de la société. Ça peut être très intéressant pour lui. En tous les cas, entre associés, c'est ça le but de l'opération, c'est bénéficier du droit au bénéfice, du droit au partage des bénéfices de la société. Pour que le juge reconnaisse qu'existait une société créée de fait entre différentes personnes, lorsque la demande est faite par des personnes qui se prétendent associées, il faut qu'elles établissent qu'existaient les différents éléments du contrat de société, à savoir l'apport, l'intention de participer au résultat et l'affectio societatis. Donc il faut que les personnes qui demandent qu'on reconnaisse l'existence d'une société créée de fait, eh bien, qu'elles prouvent qu'existaient les trois éléments spécifiques du contrat de société. Elles peuvent le prouver par tout moyen. C'est des notions pratiques qui l'imposent, parce que sinon, on aurait du mal. Voilà, une société créée de fait, vous n'avez pas un écrit qui dit apport. Mais ne serait-ce que par renvoi, l'article 1871 sur la société en participation vous dit elle peut être prouvée par tout moyen. Donc ça vaut aussi pour la société créée de fait. On est en train d'essayer de prouver l'existence d'un contrat de société. Normalement, si on est en matière civile, on devrait appliquer les règles sur la preuve en matière civile et donc avoir besoin d'un écrit. Mais on nous dit pour la société en participation qu'elle peut être prouvée par tout moyen, donc on déroge aux règles de droit commun de la preuve. Pour la société créée de fait, c'est vrai que c'est plus délicat. Est-ce que c'est vraiment un contrat de société ou est-ce que c'est, comme l'ont dit certains, un quasi-contrat de société? J'évoque cette interrogation, mais ça ne change rien à nos règles de droit positif ici. Elle peut être prouvée par tout moyen. On a un texte qui nous le dit et la jurisprudence applique cela. En tous les cas, si je suis associé, si je prétends, être associé d'une société créée de fait, il faut que je prouve l'existence des trois éléments du contrat de société. En revanche, quand ce sont des tiers qui demandent la reconnaissance d'une société créée de fait, les choses sont différentes. Pourquoi est-ce que des tiers, posons-nous la question d'abord, pourquoi est-ce que des tiers demanderaient au juge de reconnaître une société créée de fait? Oui, monsieur? Pour avoir effectivement plus de recours à exercer. Dans l'exemple du site internet sur lequel j'ai acheté pour 10 000 $ de t-shirts pour notre société, si on n'a pas une vraie société qui a été... on n'a pas formalisé de société. J'ai contracté cette dette de 10 000 $, le site essaye de recouvrer sa créance, mais je n'ai aucun bien, le site échoue. S'il a la possibilité de faire reconnaître qu'il y avait entre vous et moi une société créée de fait, il va trouver d'autres débiteurs à poursuivre et effectivement, à ce moment-là, il va pouvoir obtenir plus facilement paiement de sa créance. C'est ça l'utilité. Pour que
un tiers à la société créée de fait puisse établir l'existence d'une telle société, en principe, il devrait prouver quoi? Alors, ce n'est pas pour accroître la solvabilité de ses créanciers, c'est pour accroître le périmètre des personnes qu'il peut poursuivre, parce qu'ils sont ses débiteurs, pour accroître le nombre des débiteurs que le créancier peut poursuivre. Mais en principe, il devrait prouver quoi? Oui. Il devrait prouver qu'existe un contrat de société, et donc il devrait rapporter la preuve des 3 éléments. Sauf que, comme ça serait sans doute compliqué pour lui, parce qu'il ne peut pas facilement avoir accès à des traces, des relations des différentes personnes, la jurisprudence accepte que le tiers puisse prouver simplement l'apparence d'une société créée de fait. Si le tiers a en main les preuves de l'apparence d'une société créée de fait, ce que nous dit par exemple un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2008, publié au bulletin, si le tiers peut prouver l'apparence, les personnes lui ont donné l'apparence d'être en société créée de fait, elles lui ont écrit par exemple ensemble sur un papier en tête avec marqué « Société Intel ». Il n'y a pas de société Intel. Mais lui a eu l'impression que les personnes étaient en société. Il n'a pas la preuve de ce qu'ils ont fait des apports, de ce qu'ils se retrouvaient pour prendre des décisions ensemble, qu'ils avaient l'affectio societatis. Mais ça serait beaucoup trop compliqué pour le créancier de prouver cela. Et donc la jurisprudence accepte. Et là, vous voyez que c'est une différence entre la société en participation et la société créée de fait. C'est une règle propre à la société créée de fait. Quand c'est un tiers qui veut en faire reconnaître l'existence, on se contente de lui demander de prouver l'apparence d'une telle société. Il y a un cas, et on terminera là-dessus sur la société créée de fait, il y a un cas dans lequel, c'est un contentieux assez, pas très nourri, mais ça fait bien le lien avec la société en formation qu'on avait vu lors de la séance précédente. Vous avez une personne qui a agi pour le compte d'une société en formation. La société n'a jamais été immatriculée. Elle a signé un bail, par exemple. Le fondateur a signé un bail au nom de la société en formation. La société n'a jamais été immatriculée. Qui, vous êtes le bailleur, auprès de qui pouvez-vous demander paiement? Uniquement auprès de la personne qui a signé au nom de la société en formation. Maintenant, si vous arrivez à montrer que cette société en formation, en réalité, elle ne s'est pas contentée des actes préparatoires, mais a commencé une activité et a commencé à faire tourner véritablement une activité. Alors, vous pourrez peut-être montrer que la société en formation a laissé la place à une société créée de fait, parce que les différentes personnes, oui, peut-être que seul le fondateur a agi, mais il y avait derrière lui d'autres personnes, et vous avez eu finalement l'apparence d'une société créée de fait. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir demander paiement, pas seulement au fondateur, comme le prévoit le régime de la société créée de fait, le régime de la société en formation, mais à toutes les personnes qui ont donné l'apparence d'être en société dans le cadre du régime de la société, cette fois-là, créée de fait. Donc, il peut arriver qu'une société en formation soit requalifiée en société créée de fait. Pour vérifier cela, pour établir cela, on va regarder notamment si on ne s'est pas limité aux actes préparatoires, mais si une véritable activité a commencé. Vous avez un arrêt, il n'y a pas énormément de décisions sur le sujet, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 mai 2009 qui illustre bien cela et qui reconnaît qu'une société en formation avait commencé,
mais avait ensuite laissé la place à une société créée de fait. On va commencer le chapitre suivant, qui est un chapitre très important, chapitre 3, les associés. Donc on a vu chapitre 1er, le contrat de société, chapitre 2, la société personne morale, chapitre 3, les associés. Commençons par quelques propos généraux. De même, je l'ai dit, qu'en droit français, on traite sous le même régime société des choses qui sont des très petites entreprises et des sociétés gigantesques, de toutes petites sociétés de personnes et les plus grandes sociétés de capitaux cotés. On va appréhender comme associé la personne qui est associée unique dans une SARL au capital d'1 € et la personne qui est l'actionnaire de référence d'une de nos plus grandes sociétés cotées qui a entre ses mains des actions valorisées des milliards d'euros. Ce sont l'un et l'autre des associés. Précision de vocabulaire, quand on parle d'actionnaire, on parle de qui? On parle d'un associé d'une société par action. Je le dis parce qu'un moyen de perdre des points dans une copie, non pas parce qu'il y a un système de perte de points automatique, mais parce que vous allez laisser une mauvaise impression à celui qui vous lit, si vous parlez de l'actionnaire d'une SARL. Si vous parlez de l'actionnaire d'une SARL, on se dit, il n'a pas compris que la SARL n'est pas une société par action. Donc c'est l'associé d'une SARL dans une société anonyme. Associé ou actionnaire? Actionnaire, parce que la société anonyme est une société par action. Dans une SAS, société par action simplifiée. Actionnaire. Mais là, il y a un piège, c'est que la loi parle d'associé. Pourquoi est-ce que la loi parle d'associé? Les L227.1 et suivants du Code de commerce parlent d'associé. Sans doute parce que c'est une société qui peut donner de l'importance à la personnalité des associés. Bon, c'est faux de parler de l'actionnaire d'une SARL. Quand on parle de l'associé d'une SAS ou même d'une SA, c'est pas faux, mais c'est pas complètement précis parce qu'il faudrait préciser que ce sont des personnes qui ont des actions, donc des actionnaires. Pour la SAS, c'est particulier parce qu'on a la loi, le législateur qui vient employer à leur égard le mot d'associé. Voilà. Mais pas d'actionnaire de SARL, encore moins d'actionnaire de société civile. Là, si vous écrivez ça, vous montrez que vous n'avez vraiment pas en main les bases. Voilà. Donc, l'associé, on met sous ce vocable beaucoup de réalités qui sont des réalités très différentes, aussi différentes que les sociétés dans lesquelles ils sont associés, précisément. Vous avez, dans ces différences, il faut aussi signaler des différences en termes d'obligations. On verra les droits et obligations des associés. Vous avez des associés qui sont tenus aux dettes sociales dans la SNC ou dans la société civile. Donc si la société ne paye pas, on peut leur demander de payer à la place de la société, alors que dans les sociétés où la responsabilité est limitée aux apports, SARL et société par action, là, si la société ne paye pas, eh bien c'est tant pis pour les créanciers, ils ne peuvent pas poursuivre, sauf contrat particulier, ils ne peuvent pas poursuivre, ou exception des associés commandités, mais on y reviendra, ils ne peuvent pas poursuivre les actionnaires dans ces sociétés par action, ou dans les sociétés à responsabilité limitée, ils ne peuvent pas poursuivre les associés. Dans ce chapitre sur les associés, on va voir deux choses. On va voir un premier point où on va évoquer les situations particulières qui affectent les droits de l'associé. Là, on va voir trois questions, qui sont trois questions à la croisée du droit des sociétés et d'autres droits. On va voir, d'une part, la situation de l'indivision sur les droits sociaux. Qu'est-ce qui se passe quand les parts ou les actions d'une société sont en indivision? Première question. Deuxième question qu'on va voir, le démembrement de propriété des droits sociaux. Usufruitier et nus propriétaires.
troisième question qu'on va voir, cette fois-là, c'est plus le droit des biens, c'est le droit des régimes matrimoniaux. On va voir la situation de la qualité, enfin, les difficultés liées à la qualité d'époux de l'associé, le fait d'être en société, mais d'être marié, et plus particulièrement d'être marié sous un régime de communauté, ça implique que le statut de l'associé subit connaît des solutions particulières. Donc on verra ces trois questions, et on verra dans une deuxième section de ce chapitre les obligations et les droits de l'associé. On va commencer simplement, parce qu'on a encore quelques minutes, par évoquer la première question, donc section première sur ces trois situations. On va évoquer la situation de l'indivision qui porte sur les droits sociaux. Donc section première, paragraphe premier, indivision portant sur les droits sociaux. Pourquoi est-ce qu'on est en indivision sur des parts ou des actions? Donc ça veut dire, je veux que les choses soient bien claires, vous pourriez avoir 10 actions en pleine propriété, vous pouvez avoir 10 actions dont vous êtes propriétaire avec plusieurs autres personnes. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Par exemple, parce qu'une personne était actionnaire, avait 10 actions, elle est décédée, et vous faites partie de ses héritiers. Tant que vous n'avez pas fait de partage, vous êtes ensemble, en indivision, sur les biens de la personne décédée, décujus, et donc vous êtes ensemble en indivision sur les biens de la personne décédée. Et dans ces biens, il peut y avoir des actions de société ou des parts. Et donc vous allez être propriétaire, individu de ces parts. Est-ce que vous êtes associé alors que vous êtes propriétaire avec d'autres personnes? Première question. Enfin, première situation qui peut mener à une indivision. Vous avez aussi pu vous retrouver en indivision dans le cadre d'un PACS, ou quand vous avez une communauté entre époux et qu'il y a dissolution, tant qu'on n'a pas fait de partage, les époux vont se trouver en situation d'indivision. Vous avez, voilà, c'est quelqu'un l'indique à cet instant, l'indivision dite post-communautaire. Et vous avez encore d'autres situations. Vous avez pu faire valablement une mise, enfin valablement, volontairement, pardon, mais valablement aussi, une mise en indivision de la propriété des parts ou des actions. Bref, toute une série de situations où vous pouvez vous retrouver en situation d'être propriétaire, copropriétaire, individu de parts sociales ou d'actions. Comment est-ce qu'on appréhende cette situation? On va le voir demain, mais je donne simplement les deux grandes lignes du traitement juridique de cette situation. Chaque indivisaire a la qualité d'associé. Donc chaque indivisaire a la qualité d'associé. Mais pour mettre en œuvre leurs prérogatives d'associé, on va tenir compte et encadrer cette mise en œuvre du régime de l'indivision. Donc on va tenir compte du régime de l'indivision qui va encadrer la mise en œuvre des prérogatives d'associé. Si j'ai une action et que je décide de la mettre en indivision entre vous tous, est-ce que ça veut dire qu'à l'Assemblée, chacun peut venir et demander à participer à l'Assemblée? Et si j'ai 1000 actions et que je fais ça avec 1000 groupes différents, vous pouvez imaginer que les assemblées vont être un joyeux bazar. Mais en même temps, comme on a dit que chaque indivisaire était associé, l'associé a bien le droit d'aller à l'Assemblée, non? Réponse demain à 11h30. Merci beaucoup. Et merci à vous.